dans cette seconde partie de Tout est politique si vous nous rejoignez. En cette première semaine de l'année 2015, l'équipe de Tout est politique a choisi de revenir sur ce qui a marqué 2014. 2014 qui a été l'année de la radicalisation religieuse avec l'irruption spectaculaire du groupe État islamique et l'incroyable attrait que représente la cause djihadiste en Occident. Cette radicalisation islamique a eu des conséquences désastreuses sur les chrétiens d'Orient. Et puis nous allons aussi revenir sur l'impasse concernant la question palestinienne. La solitude de l'État d'Israël, maintes fois condamnée cette année lors de l'opération Bordure protectrice, où le monde entier a découvert les milliers de kilomètres de tunnels souterrains construits par le Hamas. Tout est politique. Qu'est-ce qui nous a marqué en 2014? C'est le titre de notre émission. Pour en débattre, Alberto Toscano, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant pour la radio La Rai en Italie. Philippe Turk, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service anglais pour RFI. Et à mes côtés, Christian Mallard. Nous allons largement... Bonjour. Yes, I can. Et nous allons commencer cette émission avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui ressort dans tous les classements comme étant la personnalité qui a marqué 2014. Quel est votre avis? Je commence avec vous, tiens, Philippe Turl. Alors pour moi, il y a trois points marquants pour Vladimir Poutine en 2014. Le premier, c'est évidemment l'Ukraine, où il était en position de force. Ensuite, on a vu la chute de la Russie, du rouble, à la fin de l'année, qu'il a mis dans une position un peu précaire, mais sa popularité reste intacte. Mais comment on l'explique ça? Parce que, à mon avis, pour une raison simple, c'est que dans les grandes villes comme Moscou, là, peut-être, les gens commencent à se poser des questions. Mais puisqu'il contrôle tous les médias, les télévisions, les radios, évidemment, il a un soutien médiatique. Donc, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien d'autre. Mais dans les campagnes, il faut un certain temps. Donc, il a évidemment toujours le soutien à la campagne. Seulement, quand il y aura, à mon avis, plus de problèmes à cause de la chute du rouble, les prix qui montent, les denrées qui manquent, là, il y aura une contestation qui grandirait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment encore ou un autre, il va pouvoir jouer sur la fibre nationaliste? Il est très fort pour ça. Évidemment. Il va jouer sur la fibre nationaliste et rendre responsable l'attitude des Occidentaux avec l'Arabie Saoudite qui font baisser les prix du pétrole. C'est ce qu'il fait. Et dont il est la victime, quelque part aussi avec son allié iranien. C'est ce qu'il fait. On a vu d'ailleurs la Russie. Bon, je pense que tout espoir d'avoir la Russie qui fait partie de l'Occident, qui fait partie avec l'Union européenne d'un grand pouvoir, pour le moment est raté. Parce que en contrepartie vis-à-vis de l'envie des États-Unis et de l'Union européenne de faire avancer l'OTAN dans les anciens États soviétiques, c'est une erreur. Et ça fait braquer Vladimir Poutine pour une cause plus nationaliste, plus conservateur, qui a provoqué évidemment ce qu'on a vu en Ukraine et en Crimée. Donc on est dans cette situation, mais le vent change pour Vladimir Poutine. Est-il menaçant pour 2015? Est-ce qu'il y a un aspect menaçant de côté de Vladimir Poutine? Alberto Toscano. Le problème n'est pas Poutine, à mon sens. Le problème est le problème de cette minorité russe qui existe en Ukraine. Alors, l'Occident, l'OTAN, ont fait une guerre au Kosovo pour affirmer le droit d'une minorité sur le terrain national, mais majorité sur le plan local, de proclamer une sécession. Pourquoi le même critère n'a pas été utilisé en Crimée? Pourquoi il n'est pas utilisé dans l'Est de l'Ukraine? Moi, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut laisser Poutine gérer sa sphère d'influence et puis l'intéresser. Moi, je ne cesse de dire, je me trompe peut-être, qu'on peut l'intéresser à d'autres choses, sur des opérations, ce que j'appellerais win-win, en lui disant, on vous laisse tranquille dans votre sphère d'influence. En revanche, on a des défis tellement énormes à relever face à l'islamisme, face à Daesh aujourd'hui, avec les problèmes avec l'Iran, et que c'est peut-être là qu'il faudrait qu'on actionne les choses ensemble. Non, alors justement, vous étiez en train de parler de Daesh, le groupe État islamique, on en parlait au début de l'émission. On a assisté quand même cette année à cette éruption extraordinaire de ce groupe terroriste qui terrorise le monde entier. Vous, Alberto Toscano, du côté de l'Italie, comment est-ce qu'on perçoit cette montée-là de ce groupe terroriste? Comme un danger sérieux, parce que l'Italie est en première ligne face à la Méditerranée, et en plus, l'Italie se trouve face à un problème énorme tel que le problème des réfugiés. Il y a beaucoup de djihadistes aussi, d'apprentis djihadistes en Italie?
Beaucoup de... Parce que nous, en France, on a le contingent plus important. 1132. Heureusement, mais en Italie beaucoup moins qu'en France. Mais surtout, on craint fort la déstabilisation du sud de la Méditerranée. Oui. Je pense que le gouvernement français et le gouvernement britannique en particulier ont eu le tort d'entraîner l'OTAN dans une guerre en Libye, parce qu'une chose est faire la guerre, mais il faut être capable ensuite de faire la paix. Une chose est déstabiliser, mais il faut être capable de créer une nouvelle stabilité. Alberto, donc vous êtes d'accord, Sarkozy, qui a été le premier à vouloir aller descendre, si je puis dire, Kadhafi, avec Cameron et avec l'aval d'Obama, ont préparé la chute de Kadhafi, mais n'ont pas préparé l'après-Kadhafi. Et on paye le prix aujourd'hui du groupe État islamique, c'est ça que vous dites. La catastrophe libyenne peut être aussi la conséquence de la prédication d'un philosophe qui ferait mieux de continuer à faire le philosophe plutôt que s'intéresser à Bernard Lévy, si vous ne l'avez pas bien. Oui, BHL. Non, mais il faut dire... Et à Nicolas Sarkozy. Voilà, ils ont fait les deux ont une responsabilité énorme pour une déstabilisation de le sud de la Méditerranée dont aujourd'hui nous payons le prix aussi en termes d'une immigration dramatique. Et je suis d'accord que c'est comme il n'y a pas eu un service après-vente. On a fait le travail, mais après on a laissé faire. Et c'est un peu la même chose qu'on peut dire en Irak aussi, qui a fait naître une terre fertile pour la poussée de l'État islamique. Le problème maintenant, c'est que faire. Alors voilà, que faire quand on voit les images là, qui passaient en boucle depuis tout à l'heure sur, on a quand même assisté à des mises en scène d'assassinats, des personnes décapitées. On pense à James Foley, on pense à deux Britanniques qui ont été décapités. Aux Français, à Hervé Gourdel, en Algérie. Donc c'était même pas en plus du côté de la Syrie ou de l'Irak, c'était en Algérie. C'est quand même nouveau ça. En 2014, c'est quelque chose qui a été très très fort, qui a marqué nos esprits. Alors, on a tous vu. Ce qui se passe pour l'État islamique, vous savez que la première chose à faire, c'était d'attaquer par l'air avec des bombes. Ça, c'est fait. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin, ce qu'on a déjà fait, que les Alliés ont déjà fait. Deuxième hypothèse, c'est d'essayer de couper le robinet d'argent qui arrive à financer. C'est très compliqué à faire. Ils ont contenu l'avancée de l'État islamique, mais ils n'ont pas arrêté le financement de l'État islamique. Alors, quand vous voyez ces gens décapités, ce n'est pas une question de rançon pour les otages, parce que pour eux, ça fait beaucoup plus d'effet de décapiter un Américain par un Britannique ou un autre Britannique par un Britannique pour horrifier le monde. Et ce n'est pas 1 million d'euros de rançon qui va changer grand-chose pour eux quand déjà ils sont en train de vendre du pétrole. Vous ne croyez pas non plus, Philippe, qu'il y a quand même des pays, moi je regrette, je fais souvent le procès du Qatar. Le Qatar est avec nous et en même temps ils financent en sous-main, ils ont financé l'État islamique et d'autres mouvements islamiques. Il faut couper tout ça. Et puis il y a le jeu des Turcs qui n'est pas clair non plus. Et il faut, malheureusement, il faut le dire, et personne n'a envie de le faire, mais il faut envoyer des troupes au sol. Voilà. Et ça, c'est malheureusement l'enjeu. C'est l'enjeu électoral et pour les Britanniques et pour surtout les Américains. Donc, qui va avoir le courage de le faire? Barack Obama. Alors justement, Barack Obama. Le poste à Chuck Hagel. Voilà. Alors voilà, Barack Obama. On a assisté à Barack Obama affaibli cette année. En plus, ça a été traduit et concrétisé par les midterms. Donc là aussi, Barack Obama, est-ce qu'on peut dire que c'est une des personnalités de cette année, justement? Sans aucun doute, il est une personnalité clé de l'année, dans les biens et dans les mal, avec cet accord à la fin de l'année avec Cuba, qui tourne une page. Ça, c'est positif. De l'année on met fin à 50 ans de blocus. Et pour le reste, Barack Obama n'a pas été à la hauteur des autres défis internationaux. C'est évident, par rapport au Pakistan, la tragédie qu'on vient de vivre, par rapport à un besoin de stabilité. On a vécu une époque pendant laquelle, avec tous leurs défauts, les États-Unis étaient le pilote dans l'avion. Aujourd'hui, la politique internationale est un avion sans pilote. Mais c'est pas Poutine, justement, le pilote dans l'avion? Non, Poutine n'est pas un pilote politique. Poutine s'occupe des problèmes qu'il considère essentiels pour la Russie. Je suis d'accord avec Alberto. Moi, j'ai intitulé un de mes éditos récemment « Obamastrophe »,« Obama catastrophe », parce que je pense qu'en effet, on a beaucoup espéré d'Obama. Et il y a eu l'Obamania qu'on a connu, et puis finalement, on s'aperçoit aujourd'hui, moi je pense que c'est un homme qui ne sait pas prendre les bonnes décisions au bon moment, qui manque de jugement parfois, il est peut-être mal conseillé, et on l'a vu avec les histoires du Hamas avec Israël, vous le disiez avec Daesh, il faut envoyer des troupes au sol, le disait Philippe à l'instant, mais ça, Obama s'y refuse, et là-dessus aveuglément il refuse, et je pense qu'en effet, on n'a pas un président, je m'excuse du terme, Philippe va me comprendre, avec des real guts à la Maison-Blanche. Je pense que sur le plan national, intérieur, c'était un président honorable, il a fait quand même un boulot, mais sur le plan international, il était
pour ainsi dire, absent sur les grandes questions, notamment le conflit israélo-palestinien, qui n'a absolument pas du tout avancé depuis que Barack Obama est au pouvoir. Et avec Benjamin Netanyahu au pouvoir en Israël, je pense qu'on est arrivé dans une situation de stagnation, voire de processus qui recule. Et dans ce processus qui recule, on a assisté l'été 2014 à l'opération Bordure protectrice, la guerre qui a été menée entre Israël et le Hamas. Ça se passait à Gaza. 1 mois et 18 jours. Est-ce que finalement cette guerre a-t-elle été utile selon vous? Il est difficile de dire si une guerre est utile. Mais on peut se poser la question. Tragédie est là. Et les conséquences de la tragédie sont vécues aujourd'hui, évidemment, sur leur peuple, dans leur corps par les deux peuples. Ceci dit, du point de vue israélien, cette guerre a été révélatrice, j'ai l'impression, d'un danger qui était supérieur à ce qu'on croyait. C'est-à-dire révélatrice de quoi? Par exemple, je fais l'exemple de la question des tunnels. Israël n'imaginait même pas l'hypothèse d'une véritable invasion de son propre territoire. Je ne sais pas quel est le sentiment de Philippe, mais moi j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est une pause dans une guerre qui va durer. Parce que on est encore dans la guerre, donc oui, pour vous, parce que pour moi, le Hamas continue maintenant à reconstruire des tunnels. Il profite de la pause, de cette reconstruction soi-disant de Gaza. Et en même temps, je n'ai pas entendu le Hamas, et je n'en entendrai jamais, j'imagine, vouloir reconnaître le droit à l'existence d'Israël, et c'est fondamental, si on veut faire la paix. Et en même temps, Mahmoud Abbas me paraît considérablement dépassé avec le Fatah aujourd'hui. C'est le Hamas qui concentre tout, c'est le Hamas qui contrôle tout. Et j'ai le sentiment que même avec une élection anticipée aujourd'hui, les Israéliens vont faire plus confiance au mois de mars prochain à Benjamin Netanyahou, parce qu'ils auront besoin de quelqu'un de fort. Vu depuis le Royaume-Uni, il y a quelque chose... Moi, je suis complètement désemparé par le conflit israélo-palestinien. Ça fait... je suis allé beaucoup de fois sur place, surtout depuis le milieu des années 90 et le retour de Yasser Arafat. 94. Voilà, et je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir depuis cette date, mais pas grand-chose finalement. Les accords d'Oslo 94. Et malheureusement, beaucoup de morts. Donc, quelle est la solution? Tant qu'il n'y a pas quelqu'un, une personne avec une poigne, avec une vision, qui est prêt à reprendre en main et qui doit être soutenu nécessairement par la communauté internationale et en commençant avec les États-Unis, qui a besoin de mettre la main là-dedans pour essayer de sortir de ce bourbier. Et je pense que donc ça manque de leader. Ça manque de leader. Et je suis désolé de le dire, mais je pense que ni Benjamin Netanyahu ni Mahmoud Abbas sont à la hauteur de la tâche. Non. Et tant qu'ils sont au pouvoir, on ne va pas avoir un avancée, on va reculer pour voir plus de terrorisme. La position de Mahmoud Abbas est faible, mais je pense que pendant l'année qu'on vient de vivre, on a assisté à une attitude pas juste de la part de Benjamin Netanyahou d'affaiblir systématiquement Mahmoud Abbas. Alors qu'il faudrait jouer Mahmoud Abbas. Il faudrait qu'il fasse... Même s'il a tous ses défauts, oui, bien sûr, il est l'interlocuteur. Donc il faut faire avec et faire en sorte que ça se passe bien. C'est le plus modéré. Et il faut le renforcer plutôt que l'affaiblir systématiquement. Le jeu d'affaiblir systématiquement... Ce qui va être intéressant de voir en 2015, c'est combien de pays vont suivre le Royaume-Uni et les autres en Europe pour soutenir la France, pour appeler à la création de 2 États, Palestine et Israël. On verra ça en 2015. Alors, on va venir un petit peu en France, où on a eu le grand retour politique de l'année. C'est le retour de Nicolas Sarkozy. D'abord, est-ce que vous trouvez que c'était un retour ? C'était un retour, mais c'était un retour raté. C'était un retour raté. C'était un retour précipité parce que l'UMP était complètement divisé pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait une guerre des chefs, Fillon, Juppé, Sarkozy et Copé. Alors, retour ou pas retour? Donc, on revient là-dessus. Et puis, évidemment, il y a le scandale Big Malion. Pour ceux qui regardent de l'étranger, c'est un financement occulte de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012. Mais il a réussi ou pas ce retour alors? Et donc, il était précipité pour revenir. Il n'aurait pas dû revenir tout de suite? Il n'aurait pas dû revenir tout de suite parce qu'il faut qu'il tienne le coup jusqu'en 2017. Mais si Sarkozy est candidat en 2017, moi je pense que c'est une chance extraordinaire pour Hollande d'être réélu. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pensez que Juppé pourrait être à droite l'homme de la situation, l'homme qui pourrait battre les socialistes? L'homme le plus détesté en 95. Voilà, exactement. Alain Juppé. Aujourd'hui, il fait la une de GQ. Il est populaire, mais la différence que Sarkozy a toujours dit, et je pense qu'il a raison, et Chirac lui avait déjà dit ça, si vous allez gagner une élection, vous le gagnez à droite. Et donc Juppé, lui, il veut le gagner à droite, mais aussi au centre. Donc, surtout pas avec Bayrou. On voit maintenant disloquer dans l'ensemble de la droite française, une droite
qui va vers l'extrême droite pour repêcher les électeurs de Marine Le Pen, et une droite qui va vers le centre pour repêcher les électeurs éventuels du centre. Donc c'est quoi? C'est pas droite contre gauche, c'est droite contre droite. Et François Hollande, Alberto Toscano, il vous a marqué? Non, mais il vous a marqué cette année? Très faible. Mais il vous a marqué? Il m'a marqué pour la faiblesse de son action et pour son incapacité de réformer vraiment. Quant à Nicolas Sarkozy, je me permets de dire quand même que je trouve que c'est pas complètement un retour raté. Il a été quand même élu. Il a été élu avec 60% à la présidence de la 65% à la présidence de l'UMP. Oui, je dirais un retour à demi-raté. Retour demi-raté pour vous. Christian, il y a quelque chose qui vous a marqué, vous, cette année, en 15 secondes? Oh, moi, c'est l'éternel duperie. Les Occidentaux sont les grands dupes du jeu iranien. On va se faire avoir par les Iraniens qui auront leur bombe nucléaire. Allez, merci messieurs, merci d'avoir été parmi nous pour ce premier jour de l'année 2015. Belle année à vous et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Une année de paix, tout à fait.